Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Eh bonjour Lucie. Thibaut, tu es psychologue spécialisé en neuropsychologie. Tu travailles principalement en cabinet libéral où tu accompagnes des enfants, adolescents et adultes, parfois aussi pour réaliser des bilans. Tu as aussi des activités de formation et de recherche sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Mais tout d'abord, quel est ton quotidien en tant que neuropsychologue et que sont les bilans que tu réalises? Alors, mon quotidien en tant que neuropsy, en fait, il se passe beaucoup dans mon cabinet majoritairement, voilà, donc à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Et l'idée, comme tu l'as dit, voilà, je reçois des enfants, des adolescents et des adultes qui ont diverses problématiques. Ça peut aller, voilà, des troubles déficitaires de l'attention chez les tout petits. Je peux aussi voir des enfants avec présentant des troubles du spectre de l'autisme, des adultes aussi qui sont en demande. D'aide pour des accompagnements, pour des difficultés qui peuvent aller, voilà, de la psychopathologie, entre guillemets, des plus classiques jusqu'à, voilà, des troubles déficitaires de l'attention ou des rééducations dont ils auraient besoin après des accidents de la voie publique, qui entraînent des problématiques cognitives, donc d'attention, de mémoire, ce genre de choses. Et ensuite, concernant les bilans, c'est pas compliqué. C'est en général des parents qui viennent avec leur petit loup, qui expliquent qu'ils ont, enfin que les enfants ont des difficultés d'un point de vue scolaire. Mhm. Si on arrive à poser un diagnostic par rapport à un entretien clinique, finalement, le bilan, il est même pas forcément nécessaire et on va sortir toutes les mallettes de test quand on va avoir des doutes justement sur l'origine des troubles. Donc, les bilans, ça peut aller de tests de QI comme le WISC 5 pour les enfants de 6 ans à 16 ans. Pour les plus petits, on peut utiliser des mallettes comme le KABC, la WPPSI et des tests un peu plus spécifiques s'il y a besoin de creuser tout ça. Et ensuite, ça nous donne de beaux scores qu'on peut comparer à une courbe de normalité, et ça va nous permettre d'orienter, voilà, soit un diagnostic, soit ensuite des aides. D'accord. Et est-ce que toi, ça t'arrive de faire et le bilan et la rééducation, par exemple, par la suite? Tout à fait, ouais. Alors majoritairement, moi je reçois des enfants que j'ai bilantés. Voilà, j'enchaîne en général s'il le faut, bien entendu, avec Oui. une rééducation dans la mesure du possible. D'accord. Et alors, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser en neuropsychologie? Oh, alors ça, c'est un parcours qui revient de loin. Moi, à la base, je voulais faire de la médecine légale, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc après un parcours chaotique en médecine, en fait, je me suis dirigé, voilà, vers la psycho, puisque voilà, entre la médecine légale et la psychiatrie, mon cœur balançait. Finalement, je me suis dit, ah, la psy, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je suis Mhm. arrivé à l'université de Lyon 2, et j'ai découvert la neuropsychologie, en fait, directement à la fac. Je connaissais absolument pas cette discipline. Et après un premier cours, voilà, sur la neuropsychologie, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est moi. Donc, mais je connaissais absolument pas la spécialité de la neuropsy, voilà, avant de rentrer à l'université. J'ai trouvé ça Ouais. absolument passionnant et je me suis dit, bah tiens, allons-y, c'est parti mon kiki. Donc, j'ai eu l'occasion, voilà, dans mon parcours universitaire, de faire tout d'abord un master 2 de recherche en neuropsychologie et neurosciences cliniques. Donc ça fait pas de moi un chercheur, hein, mais ça me donne, on va dire, de bonnes bases. Et c'est là que j'ai pu travailler, voilà, avec plusieurs professeurs. Alors tout d'abord en criminologie, comme je te disais, voilà, la médecine légale et tout ça, c'est quand même mon premier amour. Donc j'ai travaillé sur la détection du mensonge, sur aussi les capacités de préméditation on va dire des tueurs en série, mais c'est pas exactement ça, mais voilà, sur des personnes avec des comportements violents. On a créé D'accord. des questionnaires, on les a adaptés en langue française. Et ensuite, j'ai pas mal bossé pendant 2 ans, un stage assez long finalement, avec l'INSERM, où je travaillais à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon dans un service d'épilepsie et de maladie du sommeil. Et j'ai réalisé tout un mémoire sur le trouble de l'attention chez les enfants présentant des épilepsies de type absence. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça le parcours. Et je me suis retrouvé en Corrèze par hasard. Voilà. D'accord. Et dès que tu es sorti de tes études à Lyon, du coup, tu t'es installé dans un cabinet? Ouais, alors à la base, alors non, c'était pas un cabinet. En fait, à l'origine, moi, j'ai travaillé en CMPP, donc des centres D'accord. médico-psychopédagogiques, donc des grands centres pluridisciplinaires. Et comme je te dis, je me suis retrouvé complètement par hasard, voilà, dans un CMPP en Corrèze. Et puis, au fur et à mesure, voilà, j'y ai travaillé pendant 4 ans.
Et pour plein de petites raisons Mhm. particulières, voilà, j'ai décidé plutôt de m'installer en libéral puisque j'ai pu aussi voilà, exercer en tant que formateur où j'ai été recruté par une boîte qui s'appelle Octopus Formation, qui est anciennement l'ANAE, l'approche neuropsychologique des enfants et des adolescents, qui est une revue voilà, scientifique qui est encore d'actualité, enfin qui produit encore. Mhm. Entre mon poste de directeur adjoint d'Octopus, les formations, tout ça, c'était mieux de m'installer en libéral. Et puis après, ben, la vie suivant son cours, j'ai eu une fille, donc il a fallu me trouver un peu de temps et le libéral convenait mieux. Mais je travaille quand même encore avec le CMPP de Brive-la-Gaillarde, notamment pour travailler pour travailler avec des ados sur un groupe de jeux de rôle, D'accord. justement, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Et oui, justement, donc j'allais te dire effectivement, Anae, c'est une revue que les étudiants en psychologie connaissent très bien. Ouais, absolument. Voilà, moi ça m'a servi dans mes mémoires aussi en fin d'année. Et donc, comme je le disais aussi précédemment, donc tu es formateur chez Octopus Formation. Est-ce que tu peux nous parler des missions que tu exerces dans ce centre et nous dire un petit peu aussi de quoi est-ce qu'il s'agit, Octopus? Alors Octopus, eh ben c'est un organisme de formation précisément voilà qui a pour mission de former des professionnels, donc ça peut être des psychologues, des médecins, des orthophonistes, des psychomotriciens, des éduques à différents sujets concernant majoritairement l'enfance et surtout à propos des troubles neurodéveloppementaux. Donc ça va de la présentation de nouveaux tests. Voilà, donc moi majoritairement, je fais pas mal de psychométrie chez eux. Donc voilà, j'apprends à mes collègues à se servir de différentes mallettes de tests et de différents outils. Bah voilà, dans une démarche de psychométrie et de diagnostic. Ensuite, il y a tout ce qui est formation à divers troubles neurodéveloppementaux. Donc moi majoritairement le TDAH, mais il y a aussi bien entendu le TSA, il y a certaines formations sur le haut potentiel intellectuel, des formations, alors, il y en a plein en vrai. Il faudrait aller sur le site Oui, d'Octopus, puisque honnêtement, même je ne saurais même plus te dire combien il y a de formations, mais voilà, c'est majoritairement orienté sur les troubles neurodéveloppementaux, et puis aussi des d'accord. petites formations un peu plus fun que j'adore donner, notamment sur la prévention. Au niveau des écrans chez les enfants et aussi sur la remédiation cognitive par le jeu de société, qui est une formation que j'apprécie énormément donner. Ah, d'accord. Encore autre chose, voilà. Mais Ouais, ouais, ouais. faut savoir faire plein de choses, hein, sinon après tu t'ennuies. Donc voilà. Ouais, c'est un petit peu comme l'épisode avec Emeline la semaine dernière pour pouvoir diversifier un petit peu son activité et proposer après plein Exactement. de choses intéressantes au public. Bah, grosso modo, le point commun qu'on a avec Emeline, bon, déjà, on travaille dans le même cabinet, donc ça aide bien, mais surtout, on essaie de transformer, nous, nos passions en outils de travail, ce qui est quand même plutôt chouette, parce que quand tu aimes faire quelque chose dans le privé et que tu arrives à le transformer pour en faire un outil de travail, bah, en fait, tu fais que de t'amuser toute la journée. Tu travailles, bien entendu, mais on est voilà sur des outils de travail qu'on apprécie énormément et ça, bah, ça fait que tous Ouais. les matins, tu te lèves et t'as pas l'impression d'aller bosser. Et c'est top. Bah, c'est, je pense, un but à atteindre pour beaucoup de gens, Ah, hein. absolument, tout à C'est fait. chouette. Voilà. Ensuite, voilà, il faut un peu, il faut travailler un petit peu vis-à-vis de ça, rendre ça sérieux, hein, c'est évident, en faisant de la recherche, en prouvant aussi que ce que tu fais, ce que tu veux apporter comme nouveauté, ben, est bénéfique pour tes patients, parce que sinon, ça sert pas à grand-chose, tu imagines bien. Tout à fait. Et après, quand voilà, tu as des protocoles qui sont bien ficelés et tout ça, bah, il n'y a plus qu'à le présenter au plus grand monde comme aujourd'hui. Et j'espère que voilà, pourra être utile en tout cas à nos collègues psychologues et tous ceux qui écouteront le podcast. Et donc, du coup, oui, effectivement, tu mènes des travaux de recherche sur l'utilisation du jeu de rôle en Ouais. tant que média thérapeutique. C'est quelque chose qui est assez ficelé, comme tu dis. Et est-ce que ces recherches, elles sont en lien avec tes missions chez Octopus ou pas du tout? C'est totalement différent? Non, pas du tout. C'est quelque chose que je l'ai introduit au CMPP il y a bientôt 6 ans, 6 7 ans, où on m'avait laissé carte blanche. On m'a dit, Thibaut, vas-y, fais des groupes, y a pas de problème. Et donc, j'ai amené le jeu de rôle directement au CMPP sans vraiment savoir ce que je faisais, hein. C'était à tâtons. Et il se trouve que, voilà, au fur et à mesure
des passations, des sessions, pardon, excuse-moi, des sessions de jeux de rôle, bah, je me suis rendu compte qu'en fait on travaillait énormément de choses et j'ai eu la chance de rencontrer des collègues extraordinaires qui se sont pris au jeu, voilà, qui sont rentrés un peu dans mon délire et ça va faire depuis bientôt 6 mois, voilà, qu'on parle sérieusement de pondre un protocole un peu plus sérieux, parce que voilà, on bricole à gauche à droite, il y a de bons résultats, hein, mais voilà, le mieux ce serait ensuite de pouvoir les montrer, de pouvoir les mesurer, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et au-delà de ça aussi, un très bon ami à moi qui travaille actuellement au Canada a eu récemment son doctorat donc en sciences du jeu vidéo et littérature comparée. Voilà, bon, c'est le Canada, c'est n'importe quoi. Euh, et, euh, et qui est aussi un grand fan de jeux de rôle. Donc voilà, on se sert entre guillemets de lui pour nous faire des scénarios standardisés, puisqu'il a un talent fou pour écrire des scénarios de jeux de rôle. Et on compte voilà faire on a déjà commencé d'ailleurs à faire un super scénario qui pourrait être standardisé, qui pourrait surtout être répliqué aux différentes sessions, qui pourra permettre de mieux cadrer les séances de jeux de rôle avec bien entendu des questionnaires avant et après. C'est ça la méthodologie hein, pour voir de toute façon si ça fonctionne. Et puis voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah si, si, tout à fait. En fait, Parfait. c'est que tu t'appuies sur d'autres professionnels Absolument. pour permettre de standardiser l'utilisation du jeu de rôle. Voilà, tout à fait. Donc là, pour le moment, on est 3-4 à travailler sur ce projet. Donc, mon ami qui travaille à l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal, un autre ami psychomotricien, moi-même, et une orthophoniste du CMPP, voilà, nous aide ponctuellement. Voilà. Mais on est vraiment tout au début de cette recherche. On a déjà commencé dans cette première session à introduire le nouveau scénario. On a déjà passé les questionnaires. Donc maintenant, il y a plus qu'à y aller, quoi. D'accord, c'est chouette. Ouais. Et alors aussi, tu avais fait, alors je sais pas si c'était tout à fait la même chose, c'était le même protocole que tu avais fait par rapport aux jeux vidéo. Alors en jeu vidéo, j'ai pas fait de protocole. En revanche, j'ai utilisé le jeu vidéo dans certaines problématiques et notamment dans ce qui est germophobie. Donc voilà, la peur d'avoir des microbes et tout ça, de tomber malade chez des enfants qui avaient développé Mhm. ça assez brutalement lors de la période de Covid. En fait, j'ai eu D'accord, quatre patients qui sont arrivés dans mon cabinet avec des parents qui me disaient mais il se lave 30 fois les mains par jour, il a peur de tous les microbes et tout ça. Et j'ai utilisé un certain type de jeu vidéo, voilà, pour les aider, un peu en style thérapie cognitivo-comportementale, si tu veux, voilà, au d'accord. niveau de la désensibilisation, de la compréhension du trouble et tout ça. Et j'ai trouvé un jeu, voilà, qui répondait bien à tout ça. Et en 4 séances, c'était réglé. Donc j'avais écrit un petit quelque chose là-dessus. Mais voilà, il y a au niveau du jeu vidéo, voilà, l'impact thérapeutique et on est qu'au début, quoi. Il faut maintenant creuser tout ça, mais ça prend du temps. Il faut se rattacher à des labos. Ah là là, ça prend du temps la recherche. Voilà. D'accord. Et on trouve pas toujours, en plus. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu deux choses différentes, deux médias différents que tu Exactement. utilises. Ouais. En fonction des Ok, problématiques des enfants, ce qui s'adapte le mieux. ok. Et alors comment ça se passe justement un premier rendez-vous quand on vient te consulter et pour quelles raisons est-ce qu'on est amené à te consulter principalement? Alors, la majorité des appels que je reçois, soit peut-être une dizaine par jour, c'est des parents qui appellent pour les enfants qui ont des difficultés de concentration. Ça, c'est D'accord. c'est quasiment 90% des appels que j'ai. Ensuite, on peut m'appeler pour des phobies scolaires, pour des difficultés d'un point de vue psychologique, hein, voilà. Mais majoritairement, on m'appelle pour la phrase type, c'est bonjour, je suis la maman du petit Sven, 9 ans, et la maîtresse se rend compte qu'il a des problèmes de concentration, et on aimerait faire un bilan pour un diagnostic de TDAH. Ça, c'est l'appel typique que j'ai régulièrement. Et donc, D'accord. je donne un premier rendez-vous déjà, parce qu'avant de démarrer le bilan, j'aime bien rencontrer les enfants et les parents pour faire une anamnèse, déjà discuter un peu de tout ça. Et c'est là, voilà, qu'on va mettre en lumière certains petits comportements, des choses un peu particulières. On fait passer quelques questionnaires et quelques échelles. Et ensuite, on voit Mhm. si on démarre le bilan. Donc un bilan, voilà, si c'est nécessaire, bien entendu, ça dure entre 1 heure pour les plus courts, voire 2 heures, 2 heures et demie pour les plus longs. Ensuite, rédaction de mon côté qui prend aussi pas mal de temps, et puis un compte rendu écrit et expliqué aux parents. Et après, en fonction des résultats du bilan, on va mettre des petites choses en place, on va peut-être demander des aides auprès de la MDPH,
on va orienter vers des groupes. Voilà, tout dépend en fait de l'enfant et de ce qu'on va juger en tout cas être le plus adapté pour lui. Donc soit remédiation cognitive, soit psychothérapie. On peut faire voilà tout ce qu'il faut par rapport voilà aux difficultés de ses enfants. D'accord. Donc oui, la MDPH, c'est maison Pour les départementale. personnes handicapées. D'accord, oui, c'est ça. Et donc tu as principalement donc des enfants. Ouais, majoritairement. J'ai quelques adultes, mais je fais surtout de la pédiatrie, voilà. D'accord, ok. Mais maintenant qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on commence à bien comprendre quand même ce que tu fais au quotidien, j'aimerais passer à la question des auditeurs et des auditrices Bien sûr. du podcast. Ouais. Mhm. Et donc la première question, c'est la médiation thérapeutique par le jeu de rôle est-elle une thérapie individuelle ou plutôt de groupe? Ah, c'est une excellente question. Alors la réponse est très simple, c'est de la thérapie. De toute façon, pour un bon jeu de rôle, on va considérer qu'il faut au moins être trois pour bien s'amuser. Donc les groupes qu'on anime avec mon collègue sont composés pardon en général de quatre enfants, avec le thérapeute qui va faire aussi office de maître du jeu. C'est peut-être un concept que je définirai après et Oui, mon collègue qui participe lui en tant que personnage directement dans le jeu de rôle. Donc c'est surtout voilà de la thérapie de groupe. ok. Et donc oui, le maître du jeu peut-être expliquer un petit peu ce que c'est Alors, effectivement. on va peut-être définir rapidement la conception du jeu de rôle. En fait, Oui, le jeu de rôle, c'est une histoire qui va être racontée par le maître du jeu. Et dans cette histoire, il va être possible à des personnages, donc incarnés par des joueurs, d'agir en fonction des situations qui vont se présenter. Imaginons, tu es en face d'une porte, comment est-ce que tu vas faire pour ouvrir cette porte? Eh ben, grâce aux différentes règles du jeu de rôle, parce que le jeu est soumis à des règles qui peuvent être assez balèzes parfois, le maître du jeu va te demander de réaliser certains types d'actions qui, là pour le coup, vont être gérées par des lancers de dés. Voilà. Donc, en d'accord. fonction d'un certain score, tu vas pouvoir ouvrir la porte ou la porte restera bloquée. Ou si tu essaies de l'enfoncer avec ton épaule, bah, tu vas te démettre l'épaule. Enfin, il peut y avoir tout un tas de conséquences par rapport à tes GD, par rapport à toi, les décisions que tu vas prendre. Globalement, l'idée, tu as une situation et c'est au joueur d'arriver à trouver des solutions pour régler cette situation en essayant de pas prendre trop de dégâts ou en essayant de pas trop mourir. C'est quand même le mieux. Et voilà, pour arriver à un objectif, à un but qui va être défini par le scénario justement de la mission. Donc le maître du jeu, en fait, c'est celui qui va raconter l'histoire, c'est celui qui va faire office d'arbitre et celui qui va mener les joueurs jusqu'à leurs objectifs et qui va les accompagner dans la compréhension des règles et aussi bien entendu voilà dans le plaisir de jouer. C'est très important. Un bon maître du jeu, c'est indispensable pour un bon jeu de rôle. D'accord, donc c'est effectivement, on comprend un petit peu mieux les principes du jeu de rôle. Et Donc après, si je peux rajouter, voilà, c'est là où aussi ça devient un peu particulier, puisque dans les groupes de jeux de rôle, je fais office et de thérapeute, de mm, psychothérapeute, donc en analyse, voilà, de ce qui se passe, et en même temps, c'est moi qui raconte l'histoire et qui fait l'arbitre du jeu. Donc c'est deux rôles simultanés. C'est pour ça aussi que je suis accompagné par mon collègue qui a quand même une partie active dans le jeu de rôle, mais qui permet voilà d'avoir un double regard parce que ça arrive voilà pendant 1 heure et demie, il y a des choses qu'on zappe, donc à deux cerveaux, c'est mieux qu'un. Voilà. et oui, alors ça me fait penser justement à la seconde question qui a été posée par une auditrice. C'est comment distinguer le entre guillemets vrai patient derrière le rôle? Parce que c'est pas évident, effectivement, j'imagine, quand on est à la fois le maître du jeu et à la fois qu'on doit être là pour analyser ce qui se passe, surtout en groupe où il y a plusieurs personnes alors. Absolument. Donc, les analyses de groupe, de toute façon, l'individu va être mis un petit peu de côté parce que, voilà, dans les thérapies de groupe, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué de manière générale pour les psychologues d'analyser ça. Mais quand on fait du groupe, en fait, on analyse les dynamiques de groupe. On peut bien évidemment ensuite se focaliser sur l'individu, mais c'est par la dynamique de groupe que va émerger justement certaines problématiques Mhm. qu'on traite précisément avec ce groupe. Et c'est avant tout la dynamique de groupe qu'on analyse et pas forcément l'individu. Parce que si on fait un travail de groupe, c'est-à-dire qu'il convient mieux au niveau des relations sociales, sinon on fait de l'individuel. C'est vraiment de la psychologie sociale, hein. De toute façon, c'est la dynamique des groupes. Ensuite, D'accord.
Là où le jeu de rôle se prête particulièrement bien à la différenciation du patient et du personnage qu'il va incarner, c'est qu'en fait on travaille avec des ados et les ados, nos ados sont certes très malins, mais la plupart n'ont jamais joué au jeu de rôle. Donc quand ils créent leur personnage, laisse tomber, de toute façon, ils sont entre guillemets pas très créatifs, c'est qu'ils mettent surtout eux leur psyché et leurs états psychiques directement dans le personnage. En fait, ils Oui, s'incarnent complètement. J'ai très peu vu voilà d'adolescents et de patients qui créaient un personnage mais complètement différent de ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. mhm, Là encore, dernièrement, je te parle de ça, c'était la semaine dernière, donc quand on a attaqué le nouveau groupe, une jeune fille que je n'avais absolument jamais rencontrée, très timide, très introvertie, voilà, très peu expressive, pas spontanée, quoi. Donc grosse difficulté, d'accord. je pense, au niveau relationnel et social. Parce que oui, ça m'arrive de ne pas lire les dossiers de certains enfants du CMPP, voilà, pour garder la surprise. Oui, Et ben, quand on a présenté les personnages, les classes de personnages qu'elle pouvait incarner, on a présenté une classe de personnages qui s'appelle le voleur, où j'ai parlé de discrétion, voilà, du fait d'être un petit peu plus dans l'ombre. Elle a dit, ah moi c'est absolument ça que je veux. Et, bah, tu m'étonnes. Enfin oui. bon, au vu de ta personnalité, il est clair que t'allais pas prendre un barbare. Voilà, c'était assez évident. Donc en fait, il est finalement assez simple d'analyser, on va dire, les comportements de nos patients par le biais de l'avatar. Et c'est justement pour ça aussi que le jeu de rôle est très intéressant, c'est qu'on va proposer en fait cette médiation à des enfants qui arrivent un petit peu au bout aussi de l'approche individuelle. Parce que, bon, D'accord. faut être clair, hein, voilà, se livrer à un psychologue quand on est adolescent, même adulte, ben, ça, c'est quand même bizarre. Enfin, on parle de choses très intimes à quelqu'un qu'on connaît finalement très peu. Mm, mm. Et bah, parfois, voilà, on garde des choses pour nous. Ce qui est tout à fait, ce qui est très important. Mais dans la dynamique de groupe, avec cette protection de l'avatar, du personnage qu'on va incarner, eh ben, on a tendance à lâcher peut-être un petit peu plus de choses inconsciemment, sans le savoir. Et nous, justement, avec mon collègue, on est là pour choper tous ces petits détails, tous ces petits comportements qui pourraient passer complètement inaperçus en séance individuelle, parce que la dynamique de groupe permet justement d'accentuer ça. Et c'est là aussi où on a un regard clinique qui est hyper important et qui va permettre ensuite de proposer au fur et à mesure du jeu des pistes thérapeutiques par le biais du scénario. Ouais, c'est super intéressant. Et alors, du coup, quel est le public qui est visé pour ce type de médias? C'est plutôt, donc, tu disais, des personnes où la thérapie individuelle commence à s'essouffler un peu. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des problématiques, donc peut-être relationnelles, qui reviennent? Alors, nous, dans les critères d'inclusion, de toute façon, c'était principalement pour des enfants présentant des difficultés exécutives ou instrumentales ou des troubles neurodéveloppementaux. À la base, c'était vraiment ça. D'accord. C'est-à-dire, alors, des difficultés exécutives, c'est donc tout ce qui concerne les fonctions exécutives et majoritairement le TDAH. Je vais pas trop développer, sinon on en a pour 6 heures. Mais globalement, voilà, des enfants qui ont de grosses difficultés attentionnelles, des difficultés d'apprentissage, ce genre de choses. Instrumental parce que bon, il y a un peu de lancer de dés, il y a un peu de lecture, ce genre de choses, mais voilà, c'est minime. Avec une thérapie individuelle qui n'apporte plus autant qu'au début. Et Mhm. aussi des enfants avec des problématiques scolaires, des problématiques, oui, notamment au niveau scolaire, phobie scolaire, des difficultés d'ajustement social. Donc on peut avoir des enfants qui présenteraient des personnalités type un peu état limite, tu vois. Je sais que ça se dit pas chez les enfants, mais voilà, des personnalités un peu frontales, qui vont avoir des problèmes d'inhibition, d'impulsivité, ce qui pose vraiment souci D'accord. à l'école et au sein de la famille. Donc ça permet, le jeu de rôle permet justement de pouvoir cadrer tout ça et avec un transfert de compétences suffisamment poussé, on arrive voilà à prendre ce qui se passe dans les situations de jeu de rôle et à tester les comportements problématiques dans le jeu de rôle pour pouvoir les adapter ensuite au quotidien. Donc grosso modo, ce sont des adolescents qui sont en âge collège majoritairement, donc entre 12 ans et 16 ans. 17 Mhm. pour les plus vieux, on va dire. On essaie d'avoir des groupes assez homogènes au niveau de l'âge, c'est important. Et bon, dans les critères d'inclusion aussi, on va éviter
tous les enfants présentant des difficultés, notamment au niveau intellectuel. Les déficiences intellectuelles, on a décidé de ne pas les prendre dans notre groupe parce que les fiches de jeux de rôle sont quand même assez poussées et on a besoin quand même d'avoir une certaine dynamique de créativité, ce genre de choses. On évite aussi les enfants qui présentent des troubles type psychotique parce que voilà, on n'a pas envie de se retrouver avec des enfants qui décompensent en se prenant pour leur Oui. personnage. Voilà, ce genre de petites choses. Et puis Oui. voilà, les enfants aussi présentant des troubles du spectre de l'autisme, on va éviter aussi pour le moment, voilà, pour cadrer bien notre recherche, on s'est majoritairement voilà focalisé sur les enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux et majoritairement exécutifs et sociaux. Oui, il faut aussi que ce soit une expérience, j'imagine, positive pour les enfants et les ados entre eux et que du coup ce Absolument. soit un groupe homogène qui se Ouais. corresponde un peu. Ouais. Tout à fait. Après, rien n'empêche que plus tard, effectivement, il y a des systèmes de jeux de rôle beaucoup plus simples qui peuvent être proposés à des enfants, tu sais, même à partir de 4-5 ans, il est possible de jouer aux jeux de rôle avec des systèmes ultra simplifiés. Donc, c'est pas parce que je ne le fais pas que c'est impossible à faire. Voilà. Mais nous, pour la recherche, en tout cas, on s'est focalisé sur ce type de profil. D'accord. Ok. Ensuite, on a une question qui est un peu plus technique parce qu'elle a été posée par une psychologue. Est-ce que le jeu de rôle pourrait s'apparenter au psychodrame de la psychanalyse? C'est une excellente question. Alors, effectivement, il y a des liens. Et on va pas se mentir, oui, on a pas mal poncé la littérature au niveau du psychodrame. Alors, d'un point de vue psychanalytique, nous, on n'est pas vraiment dans ce type d'approche finalement, mais on est plutôt dans un apport qui se rapprocherait encore une fois plus des remédiations cognitives et des thérapies Mhm. cognitivo-comportementales. Donc, c'est pas la même analyse. Oui. On peut bien entendu, voilà, au niveau de tout ce qui est psychopathologie, se servir de ce type de jeu, mais c'est une dynamique qui est complètement Ouais. différente parce que dans le psychodrame, donc on va avoir un scénario déjà tout fait, avec ensuite, bon, c'est beaucoup plus du théâtre, voilà, pendant un certain temps. Là, on va plus être, si tu veux, dans de l'action beaucoup plus cadrée, on va dire, que le psychodrame. Il y a beaucoup plus de règles, c'est beaucoup plus complexe, et la dynamique en tout cas de réponse est finalement assez différente et beaucoup plus cadrée que ce qu'on pourrait trouver dans le Mhm. psychodrame. Et oui, et puis je dirais aussi peut-être que le psychodrame, c'est vraiment la mise en situation d'une situation qui a déjà été vécue par le patient. Que là, dans le jeu de rôle, c'est vraiment une situation qui peut parler, j'imagine, à tous les adolescents qui sont là, mais qui sont pas Ouais. tirés de leur histoire à eux. Absolument. Tu as tout à fait raison. Bah, il y a cette distanciation de toute façon qu'on met en place. Et puis voilà, nous on utilise un système de jeu qui se déroule dans un genre de Moyen Âge fantastique. Donc t'imagines bien que voilà, au niveau de l'école, c'est absolument pas ça. Ce sont Oui. des héros qui se baladent dans un monde avec de la magie et des dragons. Donc effectivement, on n'est pas vraiment dans cette dynamique voilà de reprendre des situations de la vie de tous les jours. Parce que les psychodrames, en fait, il y a autant de psychodrames que de personnes qui travaillent avec ce type de Mhm. protocole. Pour les plus petits, tu sais, on va pouvoir utiliser des contes comme Les Trois Petits Cochons. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai beaucoup vu Les Trois Petits Cochons, en fait, avec la peur du loup. C'est quelque chose qui revient Ouais. systématiquement. Mais voilà, donc il y a plein de façons, en tout cas, d'utiliser le psychodrame. Nous, on laisse un petit peu ça de côté, mais on sait que, voilà, c'est effectivement il y a des possibilités d'analyse par les paradigmes du psychodrame, c'est évident. D'accord. Et ensuite, il y a une dernière question qui a été posée. Je dirais qu'elle est un peu plus philosophique. Euh, Allons-y. c'est parti. C'est la psychothérapie n'est-elle pas déjà un jeu de rôle? Et la personne précise en rigolant, vous avez 4 heures. Voilà. Alors, la psychothérapie n'est-elle pas un jeu de rôle? Alors, commençons par le commencement. Au fait, commençons par le commencement. En fait, si on part vraiment au niveau philosophique, bon, l'incarnation déjà du personnage, rien que le terme, incarnation, c'est carner, c'est la viande, tu vois, donc tu te mets dans la peau d'un personnage. À partir du moment où déjà, effectivement, dans une dynamique de psychothérapie individuelle, bah, tu as déjà ton masque de
de psychologue, bien Oui. entendu. Donc déjà, tu as une représentation que tu dois avoir en face de ton patient. Qu'est-ce qu'on imagine, voilà, qu'est-ce qu'un psychologue? Est-ce que c'est un mec dégarni avec des grosses lunettes, en général une barbe mal taillée qui va te faire ou est-ce que tu tombes sur un mec comme moi avec les cheveux complètement éclatés, qui va peut-être dire des gros mots de temps en temps. Tu vois, c'est l'incarnation de toi, ton Oui. psychologue. Et donc tu vas forcément jouer une forme de rôle, tu vas assumer ton rôle de psychologue, parce que si tu n'assumes pas ton rôle de psychologue, parce que si tu n'assumes pas ton rôle de psy, bah tu vas faire n'importe quoi et tu vas détruire tes patients. Mm. Donc effectivement, le fait voilà de psychologue en thérapie, ça va forcément te faire jouer un rôle. Le mot même hypocrite, c'est le mot grec pour dire le mot acteur, si tu veux. C'est le fait de mettre un masque. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on est tous des gros hypocrites et on joue au psychologue avec quand même bon quelques connaissances. Hein. On a quand même des diplômes et le patient en face de toi eh ben, il va forcément incarner aussi son rôle de Eh oui. patient et il va surtout incarner ses problématiques. Je pense que tu es d'accord avec moi, mais il y a peu de nos patients qui viennent nous voir parce qu'ils vont bien. Oui, oui. Donc, à partir du moment où tu vas poser justement certains diagnostics, c'est pour ça aussi qu'il faut se méfier à des diagnostics sauvages ou de pondre des étiquettes, c'est que oui, il vient te voir pour une problématique, il faut parler de la problématique, et c'est aussi le travail du psychothérapeute d'accompagner son patient dans le fait de ne pas être une pathologie, mais plutôt d'avoir une pathologie. Et quand tu as quelque chose, bah, tu peux t'en séparer. Tout à fait. Et enlever une partie de soi, une partie de son identité est beaucoup plus complexe, voire impossible. Donc, effectivement, on incarne une forme de solution face à une forme de problème avec un diagnostic. On peut reprendre, si on veut, le triangle des jeux psychologiques avec le sauveur, la victime et le persécuteur. Le sauveur, de toute façon, est représenté par le psychologue ou par le psychothérapeute. La victime, bah, en général, c'est le patient. Et le persécuteur, bah, c'est sa pathologie et on va tourner comme ça. Donc, d'un point de vue dynamique, oui, effectivement, la thérapie peut être un jeu de rôle. J'ai pas pris 4 heures, Ah t'as oui. vu? Mais Non, c'était bien concis. Alors moi, pour le coup, j'avais bien aimé cette question. Je trouvais que justement dans le jeu de rôle, peut-être que l'avantage, c'est que comme le patient prend de manière consciente un rôle, il oublie justement peut-être ce masque qu'il met en arrivant de patient. Et je trouvais ça super chouette du coup que le jeu de rôle puisse permettre ça. ouais, alors c'est une béquille, bien évidemment. Bah, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec le jeu de rôle, c'est que on a cette forme, en tout cas, nos adolescents ont cette forme de protection, si tu veux. Le fait de tenter des choses dans le jeu de rôle, c'est bien toi qui décides, toi en tant que patient, en tant qu'être humain, pas en tant que personnage. Tu peux tenter des choses, mais c'est toi qui vas le décider. Tu vas avoir cette protection par rapport à ton personnage. Et là aussi, on peut faire un petit parallèle avec les jeux vidéo, c'est que bah, quand tu incarnes un personnage dans un jeu vidéo, et bah tu peux tenter des trucs que tu ferais pas dans la vraie vie, bien entendu. Hein. Voilà. Quand tu joues à Assassin's Creed, tu sais très bien que si tu sautes de 30 mètres de haut, même si tu arrives dans une botte de foin, tu vas avoir des dégâts. Enfin, tu vas te péter des côtes ou pire, tu vas mourir. Là, ben, on peut tenter ce genre de choses. La prise de risque, ce matériel permet justement de lever d'un côté l'inhibition, mais nous aussi de pouvoir la gérer. L'inhibition, donc d'un côté psychothérapeutique, c'est voilà se laisser aller à prendre des décisions, et de l'autre côté, l'impulsivité d'un point de vue cognitif qu'il faut pouvoir freiner pour laisser place à la réflexion qu'il y a derrière. Tu vois, on contrebalance l'impulsivité et l'inhibition. Tu peux l'analyser d'un point de vue analytique, psycho, et de l'autre côté d'un point de vue cognitif. Donc on peut jouer aussi sur ces deux tableaux. Eh oui. Alors du coup, ça m'étonne pas que vous ayez besoin d'être deux. Voilà, ouais, non, non, c'est du boulot. Si t'es bien fatigué après une session de jeu de rôle, c'est que t'as bien bossé. Voilà, c'est le bon signe. Absolument. Et donc, on arrive doucement vers la fin du podcast. Ouais. Et je voulais donc poser les questions qui sont un peu emblématiques de fin du podcast. La première, c'est quel objet représente le mieux ta pratique en ce moment? Waouh. Un Rubik's Cube. Ah, d'accord. Pour quelle raison?
Alors, parce que déjà, j'ai un Rubik's Cube dans mon bureau et c'est l'objet fétiche des enfants. Dès qu'ils le voient systématiquement, ils le prennent, ils le défont. Et si on veut retourner dans un peu la philosophie, les enfants qui rentrent dans mon bureau pour la première fois et qui me demandent est-ce que je peux toucher ton Rubik's Cube, bah, ils le défont complètement. Et je trouve ça rigolo d'un point de vue symbolique parce que bon, j'ai quelques tocs et moi j'adore que mon Rubik's Cube il soit bien fait. Donc, ils le prennent, ils le défont dans tous les sens, et ils essaient de le refaire. Et je trouve que ça représente bien, voilà, les états psychiques dans lesquels sont les enfants et les parents quand ils rentrent dans mon bureau, c'est-à-dire complètement démontés. Et quand je le reprends, je leur dis, ah bah ouais, c'est un peu difficile, effectivement, il faut apprendre à le faire, et je le refais en phase 2. Et donc, c'est assez marrant ce moment un peu pendant 30 secondes, ils me regardent en train de bouger les doigts de partout. Et le Rubik's Cube revient, bah, comme il doit être fait, si tu veux. Et en fait, moi, je vois mon rôle un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai des enfants qui sont complètement démontés, et par l'apprentissage, par l'écoute et par tout un tas de petites astuces au quotidien, bah, on essaie de les remonter. Alors peut-être qu'il y a un carré qui va toujours déconner, peut-être qu'il y a une face qu'on n'arrivera pas à faire, mais en tout cas d'essayer de redonner une forme et de redonner de la cohésion entre les parents, les enfants, l'école et tous les systèmes en fait qui entourent les enfants. Donc ouais, un Rubik's Cube, tu vois, j'y avais pas réfléchi, mais voilà, ce serait ça pour moi. Ah bah c'est super, je trouve que c'est la symbolique est très belle. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai une dernière question et tu y as déjà un petit peu répondu. C'est Ouais. au tout début de l'interview, tu en as parlé un petit peu. C'est si tu Mmh. n'étais pas psy, tu ferais quoi? Alors, ben, comme je te l'ai dit, effectivement, moi je m'intéresse énormément à la médecine légale et puis à la crimino, qui est finalement mon premier amour et mon entrée dans la psycho. Donc voilà, le métier de médecin légiste pour faire les ponts entre la psy, la psychiatrie et puis le comportement antisocial des gens m'a toujours énormément intéressé. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je continue de me former et que je prévois dans pas longtemps de m'inscrire à un DU de criminaux pour pouvoir exercer auprès des tribunaux en tant qu'expert. Parce que c'est Ah ça aussi oui. la chance qu'on a en tant que psy, c'est qu'il y a tellement, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à savoir qu'en fait on peut systématiquement se former à plein de choses. C'est impossible d'être bon partout, on est bien d'accord. Mais dans l'idée, voilà, de ce qui fait aussi le pont, voilà, avec les formations que je peux donner, c'est que Mhm. moi j'ai un devoir justement de m'informer et d'être au courant des choses les plus récentes pour pouvoir les transmettre à mes collègues, mes confrères et mes consoeurs. Donc se former de toute façon, c'est apprendre. J'adore apprendre. Dès que j'en aurai marre de toute façon de ce métier, ça veut dire que je n'aurai plus envie d'apprendre et que ce sera le moment de changer de métier. Après, Mhm. retourner directement en médecine, je ne crois pas. Donc j'ai un plan Z qui est d'être prof de plongée. Voilà, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc plusieurs passions alors. Ah oui, 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 j'aime pas m'ennuyer. Donc voilà, et ça c'est que la phase visible de l'iceberg. C'est Donc cette question prend tout son sens pour toi alors. voilà, tout à fait. Mais pour le moment, j'aime énormément mon métier et voilà, comme je te dis, moi je me lève les matins, j'ai pas l'impression d'aller bosser, donc j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore très longtemps. Et j'encourage bien évidemment tous mes collègues, voilà, à faire ce qu'ils aiment, à utiliser les médiations qu'ils veulent. Parce que voilà, je suis bien au courant que d'utiliser le jeu de rôle, c'est un truc de niche, c'est vraiment un truc de geek et de nerd, que il faut déjà être un petit peu dedans. Moi, j'y joue depuis des années, donc c'est automatique pour moi, comme les jeux vidéo d'ailleurs. En vrai, nos patients, quand ils voient qu'on apprécie notre boulot, bah, on fait du meilleur travail et puis ils rentrent bien mieux aussi dans la thérapie. Donc, Emeline t'a parlé de la moto, je te parle du jeu de rôle, mais j'ai entendu parler voilà de collègues psychomotriciens qui travaillent dans les îles. Et ben, ils font de la thérapie en paddle. Donc voilà, pour les équilibres des troubles du développement des coordinations chez des enfants, bah, faire du paddle, c'est absolument génial. Ensuite, je peux pas me prononcer sur la validité de voir ton thérapeute en maillot de bain. Ça, c'est une autre question. Mais grosso modo, voilà, il faut faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. À partir du moment où ça sert nos patients et où on se fait plaisir, c'est du bon boulot. Donc, faut continuer comme ça. Faut être créatif. Et puis, il faut pas avoir peur, voilà, de bousculer un petit peu les codes.
la psycho qu'on travaille aujourd'hui, avec laquelle on travaille aujourd'hui, c'est pas la psychologie d'il y a 100 ans avec Freud ou avec d'autres personnes. Voilà, c'est quelque chose qui évolue. C'est une discipline quand même qui est alors. J'ai pas envie de dire récente, puisqu'on on en parlait déjà de l'âme et tout ça auprès des philosophes de la Grèce antique, mais voilà, d'un point de vue scientifique, le cerveau, de toute façon, on sait pas vraiment comment ça marche, donc il faut continuer, il faut essayer des choses dans l'intérêt de nos patients. Voilà. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ça. C'était aussi un petit peu l'objet de mon podcast. Après, J- voilà, bon, j'encourage bien entendu, voilà, à valider tout ça scientifiquement, parce qu'on n'est pas à l'abri, voilà, de faire des bêtises. La validation scientifique, ça permet d'être sûr qu'on fait pas n'importe quoi, parce que je t'avoue que oui, parfois, on a un peu l'impression de jouer avec le feu. Il faut avant tout pour penser à nos patients, c'est le principal, et avoir toutes les clés en tout cas pour valider nos pratiques, parce qu'on a quand même la vie psychique de nos patients entre les mains et le but c'est de les aider, c'est de pas les détruire. Donc j'encourage bien entendu tous les collègues qui vont écouter ce podcast à tenter des choses, mais surtout voilà à avoir cet aval scientifique pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ça dans l'intérêt voilà de nos patients. Oui, tout à fait. Travailler ça de façon encadrée et dans le respect aussi de la vie psychique effectivement des patients et du code de déontologie. Absolument. Voilà. Eh bien, je te souhaite alors de continuer à t'amuser dans ton travail, Thibaut. Merci Lucie. Et merci beaucoup d'être venu parler au micro de ce podcast. Il y a aucun problème. Merci à toi de m'avoir invité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aiderait aussi énormément le podcast à se faire connaître si vous pouviez partager cet épisode à ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Allez, c'est parti! Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, qui propose un récap très fourni de chaque épisode. Le lien est juste en barre d'infos. Autrement, on se retrouve sur Facebook et Instagram, @la chaîne psy, pour que vous puissiez peut-être à votre tour poser une question à la prochaine ou au prochain psychologue. Vous pouvez aussi m'écrire et me partager vos retours pour faire évoluer le podcast et la chaîne en général. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode!